Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Johanna Ferrière, la directrice de Syneo, nouvelle filiale de Bouygues Construction dédiée au réemploi des matériaux du bâtiment. Dans notre Zoom, on va dévoiler les résultats du baromètre Arthur Lloyd sur la réindustrialisation verte en France, avec notamment le top 10 des départements les plus attractifs. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Minuit sur Terre, marque de vêtements mais aussi de chaussures et de sacs sans cuir animal. Bâtiment, industrie, mode, 3 univers, 30 minutes pour les explorer, c'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Johanna Ferrière. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice de Syneo, filiale du groupe Bouygues Construction que vous avez créé, c'était il y a 2 ans, 2023. Avec quelle idée, quelle ambition ? Tous les jours, sur les chantiers de construction ou de déconstruction, on génère énormément de déchets. Mais en fait, ces déchets, ils ont un potentiel, un vrai potentiel de seconde vie. Et du coup, l'idée, c'était de réunir tous les outils pour faire en sorte qu'on arrive à réparer, reconditionner les matériaux pour les réintégrer dans les futures opérations. On parle de quels déchets ? Alors, vous, ça vous semble totalement naturel ? Moi, je vais dire, je sais pas, il y a du béton, il y a des trucs de porte, enfin bon, mais en fait, la gamme, elle est très large, quoi. Exactement, c'est tous les matériaux qui nous entourent dans les ouvrages qui occupent nos vies, donc que ce soit les hôpitaux, que ce soit les bâtiments scolaires, que ce soit les bureaux. Donc on parle de moquettes, de portes, de luminaires. Il faut savoir que tout ça, ça représente 46 millions de tonnes de déchets chaque année. C'est 3/4 des déchets qui sont produits en France. Donc quand on regarde le parallèle en tant que citoyen, on se dit déjà ça déborde nos poubelles, mais en fait c'est 1/4 du sujet. Donc il y a beaucoup à faire, tous les matériaux intérieurs et tous les matériaux structurels. Mais ça veut dire à chaque famille de matériaux sa filière, d'une certaine façon, ou pas ? Exactement. En fait, on est en train de prendre le chemin. La complexité, elle est là, quoi. C'est ça. On est en train de prendre le chemin de l'automobile et de l'électroménager. À un moment donné, on a un produit. Il faut lui redonner des performances comme à son origine, en changeant des pièces, en changeant son esthétique, pour faire en sorte que ce soit un produit comme neuf, avec une durée de vie qui est remise à zéro et qui repart pour une durée de vie totale. Et alors justement, cette économie circulaire, ce réemploi dans le secteur du bâtiment, c'est quoi ? C'est encore marginal aujourd'hui ou pas ? Alors, on va dire qu'on n'a pas toutes les datas. C'était assez marginal il y a encore 5 ans. Maintenant, on a une vraie accélération. On disait souvent que le réemploi, c'était à peu près moins de 1% des 46 millions de tonnes. Moi, j'étais un peu resté sur ces chiffres-là. Que je vous ai donné. Donc, on n'a pas tout à fait les nouveaux chiffres. En tout cas, on sait qu'il y a une vraie accélération. On constate que l'écosystème de reconditionneurs, de déconstructeurs qui déposent soigneusement les matériaux augmente tous les jours. Donc, on rapproche des milliers de tonnes aujourd'hui qui sont réemployées sur le territoire français. Est-ce que la crise que traverse le secteur du bâtiment, ça incite les acteurs à se tourner vers le réemploi, parce qu'il y a aussi là une base d'économie budgétaire, ou alors peut-être à se dire, c'est plus une priorité, on appuie sur le frein ? En fait, il y a un peu des deux. À la fois, le réemploi, c'est pas forcément moins cher, parce qu'on attend dans le secteur de la construction que le réemploi, ça soit comme le neuf. C'est-à-dire que ça ne se voit pas. Pas comme les vêtements que vous portez, où vous dites, s'il y a un petit bouton à réparer, c'est pas grave, je vais payer 30% du prix. Dans la construction, pas du tout. Il faut que ce soit assuré et que ça ait la même esthétique. Donc ça a un coût, ça. Donc ça a un coût. Par contre, la vraie opportunité, c'est qu'on se concentre sur les bâtiments existants, parce que tous ces bâtiments existants, ils ont des gisements à donner. Et donc, toute l'accélération qu'il y a autour de la performance énergétique, le fait qu'on veut rénover le patrimoine existant, ça va contribuer à intensifier l'économie circulaire dans le BTP. Mais alors, je suis surpris par la question du prix. C'est pas forcément moins cher. Est-ce que c'est pas un objectif atteignable pour accélérer le réemploi ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ah si, c'est vraiment le plafond de verre avec lequel on côtoie tous les jours. Sauf que les matériaux aujourd'hui neufs sont souvent fabriqués loin, pas en France, et plutôt de basse qualité. Dès que vous êtes sur de la moyenne ou du haut de gamme, le réemploi, c'est moins cher. Mais le réemploi, c'est surtout de l'emploi. À 75%, le coût du réemploi, c'est de l'emploi en France, non délocalisable, où il faut réindustrialiser des chaînes de production, etc. Et ça repose la question des taxes environnementales aux frontières de l'Europe. Mais ça, c'est un vaste débat et on ne va pas rentrer là-dedans. On parlait des filières. Il y a quand même un défi à la fois de logistique et d'organisation de chantier. Peut-être on commence par l'organisation de chantier. C'est facile ? C'est le plus facile ?
ça? Se dire, on récupère tous les matériaux, il suffit de s'organiser ou pas si simple? Aujourd'hui, c'est presque devenu facile. On va dire que c'est pas homogène chez tous les acteurs, mais il y a vraiment eu un déclic de je détruis tout à la masse à j'utilise la dévisseuse, pas que la visseuse. Je la mets dans l'autre sens et cette fois-ci, je vais récupérer les matériaux. Donc les matériaux aujourd'hui sont plutôt assemblés de façon à pouvoir être récupérés. Il y a de nombreux fabricants. Ça suppose une éco-conception. Exactement, qui travaillent sur le fait que ça soit encore plus démontable et qu'on ait même un indice qui nous permet de dire ce matériau, vous pouvez le récupérer assez facilement. Donc ça, c'est en train de changer. Il y a plein de flux qui sont récupérables facilement et puis d'autres qui restent plus compliqués dès qu'on touche à du structurel. Aujourd'hui, on ne fait pas de découpe de béton, on ne récupère pas des voiles en entier. Tout ça, c'est quand même déconstruit encore. Donc ça, c'est sur l'organisation du chantier et sur la logistique. Et ça, c'est pareil, ça progresse. Aujourd'hui, ces matériaux, les déconstructeurs les mettent sur palette. Ils sont récupérés par les filières du reconditionnement qui, eux, vont opérer la mise à niveau du matériau. Et donc, des logisticiens et des acteurs comme Synéo récupèrent ces gisements pour faire en sorte de pouvoir les apporter aux filières qui reconditionnent. Et alors, vous avez ouvert, je crois que c'était en janvier dernier, votre deuxième centre. Je dis deuxième parce qu'il va y en avoir un troisième, un quatrième, un cinquième. Ce n'est pas le second. Basé à Saint-Aignan-Grandlieu, on est près de Nantes. Je veux bien que vous nous décriviez le lieu. On y trouve quelles activités, quels services? Complètement. Déjà, pour rappeler, Synéo, le cœur de Synéo, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de matériaux de réemploi mis sur le marché. Et pour ce faire, on porte du service aux acteurs qui ont décidé dans le BTP de faire du réemploi ou de changer d'échelle. Et donc, à la fois, on a une communauté que l'on anime avec des événements, un magazine et un outil digital qui fait rencontrer l'offre et la demande pour travailler France entière. Et puis le deuxième outil, ce sont effectivement nos centres techniques. Et ces centres techniques, ils ont deux volets. Mutualiser les moyens pour réduire les coûts, on en a parlé il y a quelques instants. Donc on est un peu comme un coworking de reconditionneurs avec des ateliers, on gère le stockage et la logistique pour eux. Donc chaque occupant a sa coque pour reconditionner ses matériaux. Et puis derrière, ces lieux-là, ce sont des grands démonstrateurs. Donc on va trouver des showrooms, donc c'est comme des magasins du réemploi. C'est drôle ça, pour montrer que c'est possible, pour susciter les vocations, c'est ça? Se dire que le réemploi, c'est possible, c'est commandable, c'est qualitatif et c'est assuré. Donc on y voit les produits, quoi. On les voit, les produits, mis en scène, un petit peu comme chez Leroy Merlin, vous avez le corner salle de bain, le corner extérieur, on a tout repris, les mêmes codes. Et puis ce lieu, on l'anime et on le fait grandir pour faire en sorte que tous les acteurs de la construction voient ce changement d'échelle. Et dans notre premier centre qui a ouvert fin 2023, à Vitry-sur-Seine, on a déjà accueilli 2000 visiteurs. D'accord. Et donc là, il y en a un deuxième, il y en aura un troisième, un quatrième. Enfin, tout ça est prévu? C'est ça. En fait, on a vraiment à cœur d'être au plus proche de nos adhérents, des acteurs qui veulent changer d'échelle sur le réemploi. Et donc, toutes les métropoles de France s'intéressent au sujet, travaillent activement pour faire en sorte que ça émerge. Et donc, nous, on a envie de se positionner sur ces grandes villes. Donc, ce que je comprends, c'est que l'ambition, c'est quand même de fédérer, de créer une sorte d'écosystème du réemploi dans le bâtiment, c'est ça? Complètement. Nous, on veut vraiment être le plus grand réseau professionnel d'économie circulaire dans la construction en France. Et donc, tous les jours, on fait en sorte que des déconstructeurs travaillent avec des reconditionneurs vendent leurs matériaux aux acheteurs projets et que les maîtres d'ouvrage comprennent qu'ils ont un tas de solutions pour gérer leur patrimoine. Parce que c'est quand même un tissu avec beaucoup de PME, le bâtiment, c'est beaucoup de petites entreprises, donc qui sont pas acculturées, est-ce qu'on peut dire ça? Alors, en fait, il y a un peu des deux. À la fois, oui, ça peut changer en termes de pratique. À la fois, c'est tellement du bon sens, l'économie circulaire. Beaucoup d'acteurs, et même de petite taille, nous disent « mais je jette tout le temps et je trouve ça insupportable ». Donc, ils ont envie. En fait, on voit qu'il y a quand même un changement de mentalité et ça, peu importe la taille de la structure. Aujourd'hui, on a à peu près 120 adhérents chez Synéo en un an et on a des très petites structures comme des très grands groupes. Mais alors, c'est quoi le modèle économique de Synéo? Parce que c'est une entreprise. Donc, comment vous gagnez votre vie? C'est une entreprise. Donc le business model, il est associé aux services. On a une dizaine de services. Donc on a l'adhésion avec des cotisations annuelles. On a tout ce qui va être en lien avec les centres, donc des mètres carrés qui sont loués, de la logistique et stockage associés, des emplacements dans le showroom, des visites de l'événementiel, et puis aussi tout un pôle conseil où on accompagne à la fois les chantiers à trouver leurs repreneurs ou leurs futurs matériaux, et aussi les industriels du neuf à se mettre à développer des gammes en réemploi. Et ça fait une dizaine de briques de services qui rendent le modèle viable. Alors on peut rentrer dans le détail de ce qui est proposé à Nantes, là, à Synéo Nantes. Il y a 4 ateliers qui sont autant d'entreprises invitées, c'est ça, si j'ai bien compris. Alors on va les citer, et puis on va prendre le détail, ça va être intéressant. Miroiterie du réemploi, Gueule de Bois, déjà j'adore le nom, Ecophone ou Ecofond et Carboroc. Allez, je commence par Gueule de Bois, parce qu'évidemment, ça claque. C'est quoi? donc Gueule de Bois, c'est une association qui était déjà présente sur le territoire nantais, qui fait en sorte
sorte que de produire des matériaux à base de bois qui a déjà eu une vie. Donc, ils produisent des plans de travail, des aménagements, du mobilier, mais toujours à partir de bois qui a déjà une vie. Ils fournissent ces éléments soit à d'autres menuisiers qui vont transformer la matière, soit en produits finis. Donc, eux, ils avaient déjà un premier lieu. Ils ont souhaité s'intégrer avec nous dans ce nouveau centre pour développer une nouvelle activité qui est la récupération des mannequins de bois. Donc les mannequins de bois, c'est tout ce qui permet de faire les ouvertures dans les chantiers quand vous coulez le béton pour faire l'emplacement de la fenêtre ou de la porte. Et ben, en fait, vous mettez un coffrage en bois pour éviter que le béton coule à l'intérieur. Sauf que ce bois est jamais réutilisé. En fait, alors que c'est du bois massif, donc eux, ils désossent tout, ils le poncent et ils réutilisent ce bois pour en faire autre chose. Donc ça, c'est gueule de bois. Ouais. Et là, alors la miroiterie, c'est des miroirs, du verre? C'est du verre. En fait, la filière verre plat, aujourd'hui, existe un petit peu sur le recyclage, mais quasi pas en réemploi. Donc lui, il redécoupe le verre de cloison, de vitrage, et il le fournit à des agenceurs qui vont recréer des espaces avec ça. Et alors, vous faites partie des lauréats du programme d'accélération Doutang 2050 NAO, reconnaissance, évidemment. C'est quoi? C'est aussi une aide stratégique, si j'ai bien compris. Complètement. Alors, c'est une grande chance pour nous. On fait partie de 4 solutions lauréates qui ont été choisies pour leur impact environnemental et leur capacité à changer d'échelle. L'objectif de ce Doutang, c'est vraiment d'accélérer en écosystème. Donc, on bénéficie de beaucoup de conseils et d'échanges avec les pairs en fait, de cette chaîne, que ce soit des investisseurs jusqu'aux fabricants de matériaux. Et donc, leur but à tous, c'est de nous accompagner pour faire en sorte qu'on grandisse plus vite. Et ça a commencé, ça, cet accompagnement? Exactement. Alors, premier retour d'expérience, ça donne quoi? Très positif, un bel événement de lancement en mars, et puis déjà un certain nombre de rendez-vous commerciaux qui étaient ce qu'on attendait le plus, en fait, qui se sont positionnés dans l'agenda, des prises de parole, des événements qui vont faire en sorte de déployer nos solutions plus rapidement. Est-ce que quand vous vous appelez pas Bouygues Construction, mais quand on est une émanation de Bouygues Construction, on a plus de mal à convaincre les autres grands du secteur, ou pas? Non, aujourd'hui, le modèle Syneo est complètement ouvert. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est être bon, c'est de fournir un service qui est plébiscité, avoir un écosystème qui est riche, et puis les entreprises arrivent. Donc, on est en échange avec tous les majors qui trouvent intérêt, parfois sur du stockage, parfois sur de l'approvisionnement sur certains matériaux. Donc, mais qui pourraient se dire, pourquoi pas nous, quoi? On aurait dû le faire. Peut-être, en tout cas aujourd'hui, ils ont plutôt pris le parti de, pour certains, porter eux-mêmes le reconditionnement. D'accord. Et de fait, ils deviennent nos clients. Bon, et ben voilà, parfait. Merci beaucoup, Joanna Ferrière, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre Zoom. On va se poser la question de la réindustrialisation verte. Le Zoom de Smart Impact, on parle de réindustrialisation verte avec Sévan Torossian. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur du département études et recherche chez Arthur Lloyd, réseau de conseils en immobilier d'entreprise. Vous annoncez plus de 3000 transactions émissions chaque année. Sur quel type, on parle de quoi? Sur quel type d'actifs immobiliers? Les locaux professionnels, les locaux d'activité, les locaux tertiaires, donc les bureaux, les entrepôts logistiques, le commerce, tous les locaux de l'immobilier professionnel. Nous accompagnons les entreprises, les industriels. Pour acheter, pour vendre? Voilà, dans leur recherche d'implantation dans les territoires. Et vous publiez chaque année votre baromètre de l'attractivité des territoires. On va beaucoup se concentrer dans cette interview, dans ce Zoom, sur la réindustrialisation verte. Mais peut-être la leçon générale de ce baromètre, c'est la 8e édition. Tout à fait. L'attractivité, c'est une notion complexe, large. Nous, on aborde ça avec plein d'indicateurs. La leçon générale, c'est que tous les territoires, en fait, ont leur chance, pour peu qu'il y ait un alignement entre la volonté politique, les moyens qui sont mis en place et l'émergence d'écosystèmes économiques. Donc, il y a de bonnes énergies partout en France. Et sur la réindustrialisation verte, notre focus, qu'est-ce qu'on peut en dire cette année? Alors, réindustrialisation verte, quand on parle de ça, il s'agit en fait d'annonces d'investissement des industriels dans les filières de la transition énergétique, dans les filières de la transition climatique. Et donc, 2024 a été une année plutôt performante, avec un petit peu moins de 24 milliards d'euros d'investissement en France, en légère baisse par rapport à l'année 2023. Mais l'année 2023 était record, quoi. Exceptionnel, voilà, exceptionnel. On compare la moyenne à 5 ans, était à 14 milliards d'euros. Vous voyez, donc on est à 24. Donc ça reste on est quand même sur une très bonne année, compte tenu en plus du contexte qui s'est dégradé évidemment en 2024. On va découvrir le top 10 des départements les plus attractifs. Donc ce sont les montants investis dans les filières liées à la transition climatique, avec un podium, la Seine-Maritime en première place, le Bas-Rhin, la Somme. Puis on voit ensuite les Bouches-du-Rhône, les Vosges, Haute-Vienne, Haute-Pyrénées, Nord, Haute-Garonne et l'Aisne.
la Seine-Maritime, c'est quand même assez massif. Alors déjà, comment vous définissez, c'est vraiment des promesses d'investissement? Comment vous définissez les critères Tout à fait. Alors on s'appuie sur notre partenaire de la Trendéo, donc qui est spécialiste sur l'analyse des projets d'investissement en France et dans le monde. Et donc on consolide toutes les données sur les annonces d'investissement donc de ces industriels. Par exemple, dans les filières des énergies renouvelables, par exemple, quand il y a une usine de création, de construction de pompes à chaleur, par exemple sur les gigafactories de batteries, toutes ces nouvelles filières, l'hydrogène vert, toutes ces nouvelles filières qui vont nous permettre d'assurer la décarbonation de nos modes de vie et qui, voilà. Mais avec, alors ce que je lisais dans le baromètre, moins de petits projets, c'est ça? Oui, c'est l'une des leçons de l'année. Un petit peu moins de petits projets. Au total, on a 392 projets d'investissement qui ont été recensés donc, en 2024, avec, il est vrai, un petit peu moins de petits projets sur le segment de moins de 10 millions. Comment ça s'explique, ça? Tout simplement parce qu'il y a eu une légère baisse en fait, sur la filière batterie et sur la filière énergie renouvelable, tout simplement parce que ce sont des projets de plus en plus capitalistiques. Et donc, tout simplement, on a un mouvement de balancier de volume plus faible vers des plus gros montants. Il y a eu plus de 30 projets de plus de 100 millions d'euros. Donc on a quand même un mouvement de balancier, mais au global, on a quand même des volumes d'investissement qui sont importants en 2024. Vous parliez des incertitudes. Il y a les incertitudes politiques françaises et puis les incertitudes géopolitiques. On va évoquer ces deux thèmes. Mais à quel point, effectivement, l'année 2024 qui a été bousculée politiquement avec l'absence de gouvernement, un gouvernement Barnier qui a sauté très vite. Enfin bon, voilà. À quel point ça a pu freiner des projets comme cela? Parce qu'ils sont souvent dépendants d'une partie de financement public quand même. Bien sûr. Alors, c'est vrai que les industriels, dans les filières vertes comme dans les autres filières, ont besoin de stabilité, lisibilité sur le contexte politique, institutionnel, fiscal, vous avez raison de le souligner. Ça a pu freiner effectivement des investissements. Également le contexte financier, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un petit peu moins d'argent public avec le durcissement des conditions de financement, avec la remontée des taux au niveau de la BCE. Et donc c'est vrai qu'il y a un petit peu moins d'argent public qui, jusqu'à maintenant, soutenait largement ces filières. Malgré tout, je trouve qu'une baisse de 10% des volumes d'investissement, c'est pas si catastrophique compte tenu effectivement de cette dégradation du contexte que vous venez de souligner. Oui, avec quand même beaucoup d'élus qui veulent revenir notamment sur les objectifs de la loi ZAN, la loi zéro artificialisation nette. Ce zéro, il est pour 2050, mais il y a une diminution de 50% qui était prévue dès 2030. Comment vous l'analysez ça? C'est quand même une forme de coup d'arrêt, parce qu'on pourrait rajouter d'autres notions. Je ne vais pas tout citer, mais les ZFE, les zones à faible émission, on peut parler d'agriculture, enfin bref. Est-ce que ça impacte par ricochet, par effet de capillarité, les projets de transition environnementale et les investissements dont on parle dans ce baromètre? Écoutez, nous quand on parle avec les industriels, en fait, alors il y a plusieurs critères. Il y a l'accès à l'énergie, il y a la main-d'œuvre, la volonté politique, mais le sujet du foncier, et c'est le métier d'Arthur Lloyd, c'est d'accompagner les entreprises sur le volet immobilier. Le sujet du foncier, il est vital, tout simplement parce que quand il n'y a pas de foncier, il n'y a pas de possibilité d'implantation. Finalement, ce sont des industriels qui renoncent à s'implanter. La traduction concrète, quand il n'y a pas de foncier, en général, dans l'immobilier, c'est un rapport d'offre et de demande, ça fait monter les prix. D'accord. Donc en fait, au final, quand il n'y a pas de foncier, ça vient renchérir aussi les coûts d'implantation. Et donc, est-ce que vraiment on veut rajouter des barrières Mais ça veut dire quoi? Cette loi ZAN, elle était... Parce qu'on peut aussi se poser des questions sur la façon dont les textes environnementaux ont été pensés. Parfois, ils sont trop compliqués. Elle a été mal fagotée, mal pensée, cette loi, pour vous? De croire qu'on pouvait mettre la même règle partout, de manière unique et de manière égalitaire dans tous les territoires de France, alors qu'il y a des territoires qui sont en fort développement, ou des territoires sur lesquels il y avait des capacités, des possibilités, c'était peut-être une erreur. Il y a des évolutions récentes avec une proposition sénatoriale pour faire évoluer cette loi ZAN. Il se trouve qu'on a déjà en France, et c'est tant mieux pour la protection de l'environnement, un code de l'urbanisme et un code de l'environnement parmi les plus draconiens au monde. La loi ZAN, elle venait d'une certaine manière rajouter encore un peu de la complexité et rajouter une marge supplémentaire à la capacité des industriels, mais aussi de tous les acteurs économiques à s'implanter dans les territoires. Mais il y a aussi la loi Industrie verte, par exemple, qui promeut, qui à la fois prévoit de réduire des délais d'implantation, quand on parle de réhabiliter ça, et puis de réhabiliter les friches. Alors,
ça peut sembler contradictoire. D'un côté, on dit on freine un peu sur la Loisane, de l'autre, il faut accélérer sur la réhabilitation des friches. Il y en a encore des friches d'ailleurs à Il y en a réhabiliter. encore. Ouais. Il y en a encore. Les friches, c'est un sujet assez complexe parce que il y a des problématiques techniques de dépollution, par exemple, des problématiques financières parce qu'il y a un surcoût. Ouais. Et le vrai défi des friches, c'est comment on arrive finalement à reconstruire sur des friches. Et donc, finalement, on se rend compte qu'on a besoin encore d'un soutien public. Ça coûte plus cher, quoi. Ça coûte plus Voire cher, tout beaucoup simplement, plus cher. que de faire du greenfield, de construire sur... Toujours est-il que c'est vertueux d'un point de vue environnemental, évidemment. C'est ce qu'il faut privilégier. La reconstruction de la ville sur elle-même, reconstruire des sites industriels sur d'anciens sites industriels, et on a plein d'exemples. C'est évidemment ce qu'il faut faire, mais ça coûte plus cher. Ouais. Ça coûte plus cher. Donc il faut un accompagnement des collectivités locales et ou de l'État. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, il y a des fonds pour ça, mais peut-être pas suffisamment. Oui, et puis surtout des arbitrages budgétaires qu'on a vus. Je reviens au baromètre et à ces investissements dans les filières climatiques. Est-ce qu'il y a des filières climatiques, je simplifie, plus dynamiques que d'autres aujourd'hui ? Oui, incontestablement. La filière batterie, véhicules électriques, pour lequel certaines régions en France ont de vrais atouts à faire valoir. Je pense à la batterie vallée, notamment dans les Hauts-de-France, par exemple. Ah bah, les Hauts-de-France, la carte des départements les plus dynamiques, il y en a vraiment beaucoup qui sont dans le nord de la France. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, les Hauts-de-France, depuis qu'on fait cette étude, on concentre... Depuis 2019, 70% des investissements qui ont été faits dans la filière batterie véhicules électriques. Donc il y a une vraie concentration en fait, des acteurs. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a déjà beaucoup d'industries automobiles qui sont implantées dans les Hauts-de-France, dans le Valais-Ancénois, dans le Louésie, etc. Et donc, il y a une vraie facilité, si vous voulez, une vraie logique à avoir les producteurs de batteries à côté des producteurs automobiles. Il y a d'autres filières qui se distinguent aussi. Il y a la filière d'hydrogène vert. Il y a des acteurs, par exemple, qui proposent des solutions assez innovantes, par exemple sur le kérosène vert, notamment en Seine-Maritime, où il y a eu aussi un boom des investissements dans les filières vertes. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que l'industrie aéronautique va avoir besoin de kérosène vert, décarboné, pour faire voler les avions. Donc il y a vraiment de nouvelles filières qui sont en train de s'implanter. Et la bonne nouvelle pour nos territoires en France, c'est que tout ça est vecteur d'emploi, de création d'emplois. Ouais. Donc on est dans un changement de monde. Il y a effectivement des secteurs qui vont moins bien aujourd'hui. Il y a beaucoup d'annonces de plans de licenciement, mais il y a aussi des filières qui sont naissantes et qui, elles, créent des emplois. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles pour les territoires qui sont parfois même éloignés des grandes métropoles. Avec effectivement un dernier mot, 30 secondes. Alors là, on est vraiment sur l'aspect général, l'attractivité des territoires. Sur l'emploi, c'est toujours les métropoles qui attirent l'emploi, quoi. Je simplifie, mais c'est un peu ça. Ouais. Les métropoles sont effectivement des moteurs de l'emploi en France, clairement. Quand on parle de Toulouse, de Montpellier, de Lille, de Lyon, Rennes, oui, ce sont toujours des bastions en termes de création d'emplois. Mais c'est vrai qu'au niveau général, on a quand même un ralentissement très fort des créations d'emplois par rapport à ce qu'on a connu post-Covid, voire même maintenant des destructions nettes d'emplois. Donc on a un défi là pour l'année 2025. Et peut-être que ces filières vertes, justement, sont l'occasion d'avoir des créations d'emplois dans des nouvelles filières. Et voilà, par exemple, pour le Nord, on parle de 20 000 créations d'emplois, vous voyez, dans la filière des batteries. Merci beaucoup, Sévan Torossian, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas et notre invitée est avec nous en duplex, Marie Vierclin, la fondatrice de Minuit sur Terre. Bonjour, bienvenue. Vous l'avez créé, cette marque de vêtements, chaussures, maroquinerie en 2017. Avec quelle idée ? Bonjour. Alors en fait, c'est venu d'une idée assez simple. Moi, je suis végane depuis de nombreuses années. Ça fait plus de 12 ans maintenant. Et en fait, quand est venu le moment de remplacer mes chaussures en cuir, je me suis dit, mais en fait, il y a rien qui existe en France. En tout cas, il n'y a aucune alternative. Et je me suis dit, pourquoi pas. J'étais étudiante à ce moment-là. J'ai fait un double diplôme entre Sciences Po Bordeaux et l'IAE. Et je me suis dit, il y a un super statut étudiant-entrepreneur qui permet de convertir le stage de fin d'études en création de projet. Je fais ça pendant 6 mois. Si ça marche, tant mieux, je continue. Si ça marche pas, tant pis. J'aurais appris plein de choses pendant cette période-là. Bon, et 8 ans plus tard, vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là, 8 ans plus tard, ça a donc marché. C'est quoi votre modèle ou votre produit phare ? Alors, c'est tout ce qui est basket brodé. Ce n'est pas le modèle avec lequel on a commencé. On a sorti la première paire de baskets brodées 1 an après.
donc en 2018, et ce sont vraiment les modèles qui marchent le mieux, surtout celui avec le chien. Qui est là en haut sur la photo, qui est mon chien d'ailleurs, qui est la mascotte de la marque. Et du coup, on a fait une paire de chaussures à son effigie et c'est celui qui se vend le mieux depuis des années. Et alors, elles sont faites comment? À partir de quels matériaux, ces baskets? Alors, on a plusieurs matériaux qui sont utilisés. Donc, critère le plus important pour nous, c'est qu'il n'y ait aucune matière animale, donc pas de cuir. À la place, on a des matériaux qui sont soit recyclés, soit à partir de végétaux, soit un mélange des deux. Donc, on a des bouteilles plastiques, on peut en avoir à base de raisin, à base de maïs, à base de pommes. Et même plus récemment, l'automne dernier, on a sorti un modèle à base de champignons. Donc, on a vraiment l'embarras du choix maintenant sur les matières. Comment on va du maïs à la basket? Alors ça, c'est un processus qui est maîtrisé par l'entreprise qui nous fournit les matières. En fait, ils utilisent seulement les déchets agricoles, donc c'est pas le maïs entier, mais surtout l'enveloppe et tout ce qui n'est pas destiné à la consommation humaine. Ils les broient et ils les mélangent avec des matières synthétiques. Alors c'est jamais 100% végétal, sinon ce serait biodégradable et ça deviendrait compliqué dès qu'il pleut par exemple ou autre. Et ensuite, ça fait une espèce de pâte qui est solidifiée, étalée en rouleau, sur lequel ils appliquent la couleur qu'ils veulent et la texture qu'ils veulent, ce qui fait que maintenant on a beaucoup de choix aussi sur les couleurs et les aspects. On peut avoir du lisse, du grainé, de l'aspect daim. Il y a beaucoup de choix, donc ça nous permet de faire beaucoup de coloris différents et ça plaît beaucoup. Je crois qu'elles sont fabriquées en Italie, enfin vos produits en Italie ou au Portugal, ce qui est déjà bien, on est en Europe, mais il n'y a pas de filière française ou alors elles sont beaucoup plus chères? Alors, elles sont fabriquées au Portugal, les matières viennent d'Italie. Il y a une filière française qui n'est pas très développée, dans le sens où c'est plus compliqué. Et il y a deux soucis principaux. Le premier, c'est le prix. C'est à peu près 50... Enfin, c'était à l'époque, j'ai pas... Là, le Portugal a beaucoup augmenté. Mais à l'époque, quand j'ai créé ça, c'était au moins 50% plus cher qu'au Portugal. Et surtout, ce qui était compliqué pour les jeunes marques, c'était les minimums de production. Ils imposaient à 100 paires minimum par couleur et par modèle. Ce qui fait que, par exemple, nous, avec toutes les variétés de modèles qu'on a, ça deviendrait très compliqué. Alors que là, au Portugal, bon, bah, s'il y a un modèle, je sais qu'il va pas trop marcher parce que c'est un modèle un peu original, une couleur un peu originale, mais j'ai quand même envie de le faire pour les clients qui aiment les choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Bah, si je leur commande 30 paires, je leur commande 30 paires et ils me font pas de procès. Donc, ça permet de plus de flexibilité aussi. Moi, j'ai vu que Nathalie Portman allait porter l'un de vos modèles. Je crois que c'est des bottines, c'est ça, dans un prochain film? Sacré coup de pub. Oui, bah alors un sacré coup de pub, je sais pas, j'aimerais bien qu'elle en parle sur ses réseaux, mais c'est un peu rêvé. En fait, c'est sa costumière qui m'a contactée l'année dernière et elle cherchait un modèle de bottines qui soit un peu typé safari, entre guillemets, parce que c'est un film qui se tourne en Égypte. Et elle me demandait, elle avait déjà commandé une paire chez un de nos revendeurs et elle en voulait des paires supplémentaires parce que c'était cette paire que Nathalie avait choisie. Et il leur en faut plusieurs pour le tournage, il leur en faut pas qu'une seule, sauf qu'il n'y en avait plus, elle avait commandé la dernière. Donc en express, j'ai appelé les ateliers au Portugal, je leur dis oui, bon alors là c'est un peu une urgence, si vous pouvez faire quelque chose, c'est cool. Et heureusement, ils avaient tous les matériaux en stock. Et donc ils ont pu me faire les paires supplémentaires hyper rapidement et on a envoyé ça dans les studios à Londres. Et j'ai pas eu de réponse après pendant plusieurs mois. Je me suis dit bon bah c'est tombé à l'eau. Et en fait, elle m'a rappelé la costumière plusieurs mois après en me disant que c'était la course, qu'elle avait bien reçu les chaussures, qu'ils avaient tourné avec et que tout allait bien. Et là, les premières images sont sorties en fin d'année dernière. Enfin, l'image de couverture du film, en fait. Et on voit Nathalie Portman avec les bottines. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ah, c'est bon, c'est vraiment fait. Et donc, on attend la sortie du film qui s'appelle Fountain of Youth avec impatience. On n'a toujours pas de date, mais ça devrait être cette année. Bon, ben voilà, c'est un joli coup quand même pour la marque Minuit sur Terre. Merci beaucoup d'être venu nous parler sur Bismart for Change. Très vite, remerciements Marie Billat, Alexis Mathieu, Juliette Milierina à la programmation et à la production, Romain Luc, le réalisateur, et Loïse Merlin, l'ingénieur du son. Salut.